question de l'impact environnemental des musées se pose aujourd'hui plus que jamais. Dans le récent rapport du Shift Project Décarbonons la culture, plusieurs leviers sont identifiés. L'un d'entre eux, l'éco-conception, ou comment réduire l'impact global d'une exposition de sa conception à sa fin de vie. Quelle pratique alors pour être éco-responsable ? Que faire de nos expositions une fois qu'on ne les présente plus à nos publics ? Quelles initiatives peuvent nous inspirer ? C'est ce que nous allons aborder avec mes deux invités. Maïenne Guyenne, bonjour. Bonjour. Responsable du développement durable à Universcience, vous êtes en quelque sorte une chef d'orchestre puisque vous coordonnez, accompagnez, conseillez toutes les directions et donc tous les métiers de votre structure. Sylvie Bétard, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice du collectif Les Augures qui accompagne le secteur culturel dans sa transition écologique. Et vous avez personnellement une vraie expertise sur les questions du réemploi, de l'économie circulaire et de l'upcycling. Et puis à mes côtés, bien sûr, l'équipe de Sans Réserve, Mariette Escalier et Lauriane Bissinguier. Mariette, bonjour. Aujourd'hui, vous nous parlerez de sobriété numérique et de réseaux sociaux. Et oui Marlène, j'ai beau tweeter, Instagram et storifier, c'est un sujet qui a retenu mon attention dernièrement en tant qu'aficionada des réseaux sociaux. Et vous Lauriane, qu'avez-vous déniché en région Occitanie ? Dénicher, c'est le bon mot, puisqu'aujourd'hui je vous emmène dans la recyclerie culturelle d'Artstock pour chiner des objets scénographiques upcyclés. Sans Réserve, le podcast du Quai des Savoirs, c'est parti. Maï, l'éco-conception, on en parle de plus en plus, mais ce n'est pas vraiment nouveau. En 2009 déjà, Universcience publiait un guide d'éco-conception des expositions destinées aux chefs de projet et prestataires associés. Alors j'imagine que vous l'utilisez encore aujourd'hui, qu'il a été mis à jour. Vous m'avez dernièrement parlé de l'exposition Bio-Inspirée qui a donné lieu à la création d'un guide des matériaux, il me semble. Pouvez-vous nous en parler ? Effectivement, on a réalisé un guide dans le cadre de cette exposition bio-inspirée. L'objectif étant d'aider tous nos scénographes à choisir les meilleurs matériaux possibles et imaginables pour ce type d'exposition. Donc, à l'intérieur de ce guide, vous avez, il a été fait en collaboration avec la FCBA, la Fédération française du bois et de la baume blanc. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer d'imaginer tous les types de matériaux qui peuvent être recyclés, réutilisés, faits à base de récupération, qui peuvent être réemployés. Et également, on a essayé de travailler aussi sur le démantèlement des matériaux. Parce que justement, aujourd'hui, quand on parle d'éco-conception, on parle vraiment de l'analyse de cycle de vie du matériau, de l'exposition, de son début de vie à sa fin de vie, qui devient une nouvelle ressource. Et donc, ce guide est accessible à tous et à toutes sur Internet ? Le guide est accessible sur l'intranet. Aujourd'hui, on a un petit levier d'amélioration qui est de la communication externe. Effectivement, on ne communique pas assez sur ce qui a été réalisé. Et puis, c'est notre objectif futur de le mettre sur notre site internet. D'accord. On laisse à disposition. Et Sylvie, focus sur les augures. Donc là, on vient parler de matériaux. Est-ce que vous intervenez à ce niveau-là, en fait, quand vous accompagnez les institutions culturelles ? Est-ce que vous êtes plutôt sur une approche accompagnement stratégique ou est-ce que vous allez aussi dans des éléments concrets, type de matériaux à utiliser, etc. ? Alors les deux, on a la chance aux augures d'être quatre expertes dans le secteur culturel et dans la transition écologique. Donc par exemple, Laurence Périlla et Camille Penn sont plus axées justement sur cette partie stratégie et accompagnement au changement dans les structures. Et Marguerite Courtel et moi, on est plus axés sur justement l'accompagnement opérationnel concret sur de la mise en place de l'économie circulaire, tout ce qui va être de l'ordre des solutions à mettre en place et donc du conseil aussi sur les matériaux, mais surtout sur leurs usages et comment est-ce qu'on peut intégrer le réemploi à la fois dans la conception, par exemple, des expositions, mais aussi en sortie, en fin de vie de projet. On parle d'économie circulaire. Vous pouvez nous en faire une petite définition, une petite explication concrète, peut-être en nous donnant un exemple d'une expo que vous connaissez et qui a vraiment fait preuve d'économie circulaire ? Oui, on peut. Et puis alors surtout, j'en parlais ce matin justement lors d'une formation et je citais la dernière en date à ma connaissance qui me semble vraiment exemplaire, qui est l'exposition Renaissance justement de la chez Universcience. Chez Universcience.
qui voilà, a été réellement pensé dans cette optique d'économie circulaire, à la fois dans l'approvisionnement, on peut dire local, même si c'était pas en Île-de-France réellement, mais en France, et aussi qui a été conçu pour être démonté et totalement réemployable. Et donc toute la mise en œuvre en fait du projet permet de vraiment cocher un maximum de cases de l'économie circulaire, qui donc va de l'approvisionnement à la gestion de l'exposition et au démantèlement pour permettre sa fin de vie, une seconde vie justement. Maï, vous avez des exemples concrets de projets portés par Universcience, côté expo ou espace permanent, d'économie circulaire? Je pense notamment au lab des bébés, ou encore le projet du Palais de la Découverte éphémère. Il me semble que vous avez travaillé dans une démarche vraiment d'économie circulaire. Alors, je vais vous parler peut-être aussi, effectivement, des deux sujets. Les étincelles du Palais de la Découverte. Le Palais de la Découverte. Et le Palais de la Découverte a fermé, et on a souhaité vraiment créer un bâtiment éphémère qui soit durable, mais qui soit aussi conçu de façon économie circulaire. Donc le bâtiment a été conçu par l'agence d'architecture Construire. Les parois des modules sont constituées avec des murs à ossature bois, donc à forte isolation thermique. Et également, toutes les couvertures qui sont autour, des grandes bâches, sont réalisées en membrane PVC qui sont issues de chutes de chantier. Donc ça, c'est pour le volet l'architecture externe. Et en intérieur, on a imaginé l'agencement et l'aménagement en économie circulaire de tous ces espaces intérieurs. On avait une sensibilité, on souhaitait réutiliser et réemployer tout ce qui était anciennement au Palais de la Découverte, le réimplanter dans le nouveau Palais de la Découverte, donc des étincelles. Et donc, on s'est fait accompagner par un cabinet, une association plutôt, qui s'appelle Les Canaux, qui est située sur Paris, et pour vraiment inscrire l'économie circulaire au cœur de ce projet-là. Donc, on a réussi à faire en sorte que tout cet aménagement a pu être fait avec de la réutilisation de ce mobilier du Palais de la Découverte aux étincelles. Donc, le bilan, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a réussi à utiliser 17 tonnes de matériaux en réemploi. On a également pu créer de l'emploi, parce que c'est ça aussi l'économie circulaire et solidaire. Le développement durable, oui. Exactement, c'est pouvoir faire appel justement à des personnes qui sont un peu éloignées de l'emploi, à créer de l'emploi. On a aussi évité 24 mètres cubes de déchets, ce qui est assez important dans un tel projet d'aménagement intérieur. Et un autre chiffre, c'est qu'on a émis 3,7 tonnes de CO2 équivalent pour réaliser l'aménagement, au lieu de 11,4 tonnes. Si on utilisait des matériaux neufs. Donc on est quand même sur une économie, sur un impact réduit à près de 70%. C'est ça, on a économisé 7,6 tonnes, c'est ça, exactement, grâce à des matériaux de réemploi. Ok. Donc ça, c'était pour les étincelles, pardon. Et je vous entendais parler, je reviens sur les matériaux, vous avez parlé de bois, de PVC tout à l'heure. C'est vrai que dans l'imaginaire collectif, souvent, à partir du moment où on a une expo en bois, on est dans de l'éco-conçu, on est dans de l'éco-design, on fait attention. Quels sont les matériaux qui sont préconisés dans vos guides ou dans vos missions, vous, côté Augure ? Est-ce que le bois est forcément synonyme d'éco-conception ? Est-ce qu'il y a d'autres matériaux qui font l'affaire ? Sylvie ? Alors, oui, on peut conseiller des matériaux, mais je pense que au final, il y a peut-être pas de bons ou de mauvais matériaux. Il y a surtout des usages. Évidemment, on va pas utiliser les mêmes matériaux sur un événement très court, comparé à une exposition permanente. La durée d'usage est très importante à prendre en compte dans le choix des matériaux. Et puis, j'aurais tendance quand même à toujours orienter les structures qu'on accompagne vers des solutions de réemploi. C'est-à-dire que si on trouve du métal en réemploi, c'est tout aussi bien que du bois neuf. C'est-à-dire que si le sourcing, les achats sont faits en réemploi, on gagne forcément énormément sur la préservation des ressources. Donc
Donc voilà, c'est surtout sur cet aspect-là que nous on appuie notre accompagnement, à savoir au maximum trouver des matières en réemploi. Et pourquoi pas, de plus en plus, en tout cas j'y crois beaucoup à l'avenir, croire aux matériaux circulaires, c'est-à-dire des matériaux qui sont fabriqués à partir de déchets. Et souvent sans adjuvants, sans résine ajoutée, et qui permettent à la fois de réduire une quantité de déchets, par exemple plastique. Alors ça pose la question de l'utilisation du plastique, par exemple dans la scénographie, mais en fait pourquoi pas imaginer que voilà, quand on a besoin vraiment d'une surface particulière, d'un usage particulier, que ces matières circulaires qui sont très qui sont en développement et qu'on trouve de plus en plus, un jour puissent intégrer la scénographie culturelle. Alors on parle de scénographie, je vous propose d'écouter Étienne Bonnet-Candé et Mélanie Estève du Palais des Beaux-Arts de Lille nous parler de leur dernière exposition Expérience Goya. Il y a eu une époque où des scénographes, des fabricants dessinaient une scéno, on l'a réalisée, on l'a jetée. Cette bulle-là, elle allait durer 3 mois et demi, 4 mois. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait pour réduire l'impact qui sera le sien ? On a eu l'idée de faire une rotonde immersive et puis on a eu progressivement l'idée de se dire il faut rendre cette bulle éventuellement démontable pour qu'on puisse la réutiliser, et concrètement elle a été conçue pour être réutilisée jusqu'à 10 fois. Elle pourra l'être dans le palais, elle pourra l'être ailleurs, éventuellement dans la ville. Alors pour cette exposition, le musée s'est imposé des règles strictes en matière de développement durable. Ils ont par exemple limité le nombre d'œuvres, ils ont été très attentifs à la provenance en privilégiant les prêteurs de proximité, et ils ont même, comme on vient de l'entendre, prévu une réutilisation et un recyclage de la scénographie. Et c'est de ça que je voudrais parler avec vous maintenant. Nous avons parlé matériaux, la question du recyclage de la scénographie. Comment on fait ? Est-ce que vous avez des exemples de scénographies qui ont été réutilisées ? Est-ce qu'on peut réutiliser une scénographie dans son intégralité ? Ou est-ce qu'on imagine plutôt récupérer quelques mobiliers par-ci par-là Maï, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se fait du côté d'Universcience ? Moi, je pourrais peut-être vous parler juste de l'exemple du Lab des bébés. Vous avez rapidement évoqué cette question. En fait, le Lab des bébés, ça a été une exposition qui a été pensée pour les 0-2 ans, donc une tranche d'âge qu'on touche pas réellement. Et c'est une expo qui a été réalisée et imaginée sans plastique et uniquement avec du réemploi. Donc, on a réutilisé des anciens éléments d'exposition, d'autres expositions qu'on cumule depuis des années dans différents lieux de stockage. Les commissaires sont allés les voir, aller regarder la matière et imaginer ensemble. Du coup, ça crée du créatif, justement. On envoie du créatif avec ça, parce que justement, chacun a souhaité récupérer tel ou tel objet, le transformer. Et maintenant, ça a tellement bien fonctionné, parce que au-delà de cette réutilisation, on a également travaillé sur un chantier participatif. En fait, l'ensemble de notre personnel est venu travailler la matière, s'est découvert une passion pour la menuiserie, pour la pose de plancher, pour la retransformation d'objets. Oui, j'ai entendu parler aussi de récup de cravates ou de chaussettes, non, qui vous ont servi dans cette exposition. Exactement, le personnel a contribué. On a récupéré les doudous aussi des enfants. Super. On les a mis dans un autre doudou énorme qui a été construit imaginé par Isabelle Test, un énorme serpent qui circule au sein de ce lab de bébé. Les cravates servent de carillon. Au bout, on a mis des petites clochettes. Vous avez également les chaussettes qui ont servi effectivement de construction à la confection de balles. Vous savez, souvent on fait des piscines à balles, donc des enfants maintenant se jettent dans les balles de chaussettes. Donc c'est assez intéressant, et on a pu réutiliser tout ça. Et maintenant, ça a tellement bien fonctionné que justement, on souhaite imaginer une cité des bébés qui soit sur ce même objet, sans déchets, sans plastique, sans écran également, mais et en intégrant la santé environnementale dans ce projet. Et donc là, on est plutôt en train de parler de réemploi, en fait, de recyclage. Pour ce qui est de la réutilisation de scénographie, peut-être Sylvie, vous avez en tête des projets où des scénographies ont pu être réutilisées ou éco-conçues ? Alors oui, je pense par exemple à la Fondation Martel qui vers Cognac. Vers Cognac, exactement, à Cognac. À Cognac.
et qui en fait a sourcé sa scénographie dans une entreprise proche de Cognac qui fabrique des cuves en inox pour le monde viticole. Et donc ils ont commandé ces structures qui sont aujourd'hui des cuves qui sont des salles en fait clairement. Donc il y a 9 cuves il me semble qui forment ces salles et ça fait plusieurs expositions qui réutilisent ces cuves un petit peu à l'image du Palais des Beaux-Arts de Lille. Mais aussi, ils ont prévu dès l'achat de ces cuves leur réemploi, parce qu'évidemment des grandes cuves en inox comme ça, il faut trouver un repreneur. Oui. Et c'est l'entreprise elle-même qui va les reprendre et qui va les racheter en fait à la fondation pour en refaire des cuves. Pour en refaire des cuves, exactement. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée et je pense que c'est un point essentiel dans l'économie circulaire, c'est la question de la connaissance de son écosystème et de son territoire qui permet justement d'aller chercher des matériaux soit qui peuvent être du déchet dans une entreprise industrielle, soit de la matière qui peut resservir à nouveau. Et puis, je pense aussi, pour revenir sur l'exposition Renaissance, qui est quand même une expo 100% réemployée, elle est partie dans deux structures différentes. La réserve des arts, donc les ressourceries sont quand même une des solutions les plus évidentes sur la question du réemploi des scénographies. On ne gaspille plus, on met à disposition les différentes matières pour d'autres structures. Exactement. Et puis une autre association qui a récupéré aussi, je crois, 20% de la scénographie pour de la fabrication de mobilier urbain. D'accord. Et là, c'est un point aussi important, c'est la diversification du réemploi en fin de vie qui s'anticipe dès la conception de l'exposition. Et quand on anticipe cette partie-là, en fait, on a le temps aussi de trouver des bénéficiaires, de proposer la matière et les conditions de récupération de la scénographie. Et surtout, ça permet grandement aussi de penser le démontage de l'exposition pour justement favoriser un démontage rapide, simple et respectueux de la matière. Oui, nous devons anticiper. Maï, vous qui travaillez de façon transverse, qui avez un regard très global en fait sur tous les postes en termes d'impact, en termes d'émissions, est-ce que vous avez une idée des postes qui sont les plus émissifs au niveau de l'exposition, au niveau de la conception d'expo? Quels sont les postes les plus émissifs? Au niveau de la conception des expos, je pense que c'est réellement... Alors, nous, on a fait des bilans carbone sur l'ensemble de l'établissement et je pense que si on le faisait, parce que c'est aussi notre objectif d'ici quelques temps, de le faire sur les expositions, sur les événements qu'on organise, c'est quand même les déplacements des œuvres, les déplacements des visiteurs qui sont les postes les plus émissifs aujourd'hui en termes d'impact, en tout cas carbone, et je pense même d'empreinte écologique si on regarde l'ensemble. Oui, vous parlez de transport. Je vous propose d'écouter un rapide extrait de Samuel Valenzi qui a piloté l'axe culture du Shift Project. Je vous rappelle le Shift Project qui œuvre en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone. Si on prend par exemple les transports, si on regarde un musée comme le musée du Louvre, c'est à peu près 4 millions de tonnes équivalent CO2, donc à peu près 2 millions d'aller pour New York en avion. Donc en gros, c'est essentiellement lié au déplacement des visiteurs américains et chinois. Si on regarde par exemple l'alimentation, sur un grand festival comme les Vieilles Charrues, on l'a estimé à peu près 7000 tonnes équivalent CO2, essentiellement lié au fait que l'alimentation elle soit carnée. Si on regarde le chauffage, généralement, par exemple, sur les bâtiments, c'est à peu près la moitié des bilans carbone des scènes nationales, parce qu'elles sont souvent chauffées au fioul, donc ça fait des dizaines, voire des centaines de tonnes équivalent CO2.
Alors beaucoup de chiffres donc, on parle de tonnes équivalent en CO2. On comprend quand même à l'écouter que des choses simples peuvent être mises en œuvre. Enfin, il y a beaucoup de leviers, il y a le transport, l'alimentation, l'énergie dans les bâtiments, etc. Par contre, il y a une vraie question qui se pose, donc là je vous la pose à toutes les deux, c'est la question du diagnostic. Finalement, comment on fait pour bilanter, quels indicateurs nous permettent de savoir où on se situe, pour savoir sur quel poste on doit travailler nous pour réduire nos impacts environnementaux? Maï, peut-être, pour commencer? En fait, nous, on a réalisé vraiment ce bilan carbone. Donc, le bilan carbone, c'est un audit qui a été élaboré par l'ADEME et qui est un référentiel commun à tous les établissements publics, privés qui existent aujourd'hui. Après, il y a différents niveaux dans ce bilan carbone. Donc, vous avez ce qu'on appelle les bilans des émissions de gaz à effet de serre, qui s'arrêtent dans un premier temps juste aux émissions directes et indirectes de carbone. Et puis, nous, on a souhaité faire le bilan carbone qui prend en compte justement les déplacements et les achats. Parce que là, Samuel Ballonzi, dans son interview, a parlé des déplacements, mais il n'a pas abordé la question des achats. Donc les achats, c'est aussi un impact très fort lorsqu'on parle de bilan carbone ou d'émissions de gaz à effet de serre, notamment parce qu'on fait appel à des prestataires, on fait appel aussi à du matériau qu'on achète, à tout ce qui peut être imaginé dans une exposition ou dans un événement. Et donc ça impacte énormément et on peut faire cette photographie, en tout cas l'image qu'on peut avoir de l'impact carbone d'une exposition se fait via un bilan carbone aujourd'hui. Certains passent à l'analyse de cycle de vie sinon. Mais par contre, ce bilan carbone, vous à Universcience, vous êtes une très grosse structure. C'était pas dans toutes les structures qu'il y a un responsable développement durable ou un référent. Comment peuvent faire les petites structures, les petits musées qui n'ont pas forcément les compétences ou le temps pour faire ce bilan carbone ? Alors, le bilan carbone, c'est vraiment quelque chose d'un peu complexe, mais je pense qu'il existe aujourd'hui sur plein de sites internet un autodiagnostic sur l'empreinte carbone qu'on peut avoir. D'accord. Je les ai pas testés, puis étant donné que nous, on l'a fait avec le bilan carbone de l'ADEME, mais peut-être que Sylvie, toi, tu sais un peu plus sur cette question. Ouais, alors c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué pour les plus petites structures. Je pense aussi que plus ça va, plus il y a des solutions qui sont pas très onéreuses. On peut aussi se faire financer son bilan carbone, même quand on est une petite structure, via l'ADEME, par exemple. C'est un point important dans l'économie circulaire, c'est aussi d'aller chercher des financements qui permettent de passer à l'action. Et donc de faire ce bilan carbone. Nous, chez les Augures, on fait pas de bilan carbone. On travaille avec des structures qui le font, mais on va aussi s'attacher à regarder les impacts en fait environnementaux et sociaux d'un projet. C'est d'ailleurs là-dessus qu'on a travaillé avec la fondation Martel à Cognac. Et donc, on travaille sur ces impacts tout en installant une méthodologie qui permet justement d'accompagner dans les décisions, les choix plus ou moins vertueux que devront faire les acheteurs, les chefs de projet, etc. Donc on y va plutôt par thématique, tout en sachant que bien évidemment les gros impacts sont sur les achats, les transports, les déplacements. Mais quand on commence justement à mettre une méthodologie en place pour mesurer ces impacts, on a envie tout de suite de les baisser et de trouver des solutions pour les faire baisser. Donc on va essayer de mutualiser le transport, de pas faire quand on a un camion en interne, par exemple, un véhicule en interne, on va essayer de mutualiser au maximum et on va repenser en fait l'organisation juste en ayant conscience des impacts et
du coup de leurs solutions, quoi, de réduire. De toute façon, la question, c'est vraiment à chaque fois de réduire. Et donc, on a parlé de matériaux, transport, achat. Et moi, j'ai une question spécifique au numérique dans les expos. Où est-ce qu'on en est par rapport à ces questions ? On voit de plus en plus, on retrouve de plus en plus des expos immersives avec des écrans tactiles, des écrans de la réalité virtuelle. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des études ou des premiers travaux qui bilantent sur l'impact du numérique dans nos expositions ? Maï ? Nous, justement, on est en train de se lancer avec l'Augure Lab, justement, sur ce numérique responsable. Au-delà de ça, on a aussi convaincu... parce qu'en fait, ce que je vous disais, c'est que je suis chef d'orchestre un peu sur ces questions-là. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment une vision holistique du développement durable sur tout l'établissement. Et donc, c'est au-delà des expositions, on a aussi notre directeur des systèmes informatiques, la direction des systèmes informatiques, qui doit être embarqué aussi dans cette question du numérique responsable. Et donc... En fait, on essaie de travailler sur cette question-là, d'anticiper. On a fait notre bilan carbone, on a fait un focus sur le numérique responsable. Aujourd'hui, on souhaite s'orienter vers le label numérique responsable pour challenger un peu toutes nos directions internes sur qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour aller au-delà. Et justement, on est effectivement, comme vous le dites, sur de l'hybridation de nos expositions, sur la transmission justement de nos expositions via le numérique, la communication aussi via le numérique, et quel est aujourd'hui notre impact. Et aujourd'hui, je sais que l'ADEME est en train de réévaluer justement son facteur d'émission carbone pour donner un chiffre le plus juste possible pour qu'on puisse évaluer justement en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc affaire à suivre donc. Et qu'en est-il de la sobriété numérique sur les réseaux sociaux ? La réponse avec Mariette Escalier, chargée de projet médiation numérique au Quai des Savoirs. Alors on vient de l'évoquer avec Maï, si l'impact du matériel numérique utilisé dans les expositions est de plus en plus questionné, celui des usages des réseaux sociaux commence tout juste à émerger. En pleine croissance depuis quelques années, avec une explosion à la suite de la surproduction de contenu numérique durant les confinements, les réseaux sociaux ont vu leur format se démultiplier, un foisonnement de publications malheureusement souvent éphémères. Un tweet, par exemple, a une durée de vie plutôt limitée. Marlène, Lauriane, est-ce que vous savez à peu près combien dure une publication sur Twitter ? Je dirais 1 à 2 heures ? Ouais, j'aurais dit 2 heures aussi. Même pas, juste 18 minutes. Donc c'est vraiment très peu. Rajoutons à cela l'injonction algorithmique de poster toujours plus afin d'être visible, et c'est donc un sacré paradoxe que de réfléchir à une sobriété numérique dans ce domaine. Faut-il pour autant renoncer à la créativité et aux expérimentations innovantes que nous permettent les réseaux sociaux ? Ou ne serait-ce pas plutôt le moment de se remettre en question, less is more, et si on en faisait moins ? Moins, mais mieux et plus longtemps. Ce leitmotiv de Guillaume Darcourt de l'agence Fleur de Papier, c'est l'une des choses que j'ai retenues de son intervention au webinaire Déclic écologique au musée. Je partage avec vous quelques préconisations pour un numérique plus vertueux que j'ai retenu de plusieurs rencontres professionnelles que j'ai récemment suivies. Se questionner sur la légitimité ou non d'utiliser un média numérique, la pertinence de tel ou tel média social selon nos publics, les capacités en interne, les budgets, etc. Bref, le fameux « on y va ou pas ». Qualité et pérennité. Face à l'hyperactivité des réseaux sociaux des musées, plutôt que de réduire la voilure, privilégier un usage raisonné, réfléchi, selon une ligne éditoriale bien établie, afin de publier à bon escient et sans renoncer au numérique. Et surtout, dernière préconisation, et si on les recyclait eux aussi, ces contenus, amenant notamment une véritable réflexion sur leur pérennité, leur emploi, leur déploiement sur divers réseaux et supports dans une dynamique affirmée de transmédia, où par exemple la production d'une vidéo YouTube servirait à alimenter d'autres médiations numériques, un fil Twitter, une story Instagram, et pourquoi pas sa réutilisation dans une expo, un événementiel, etc. Des intentions bien vertueuses auxquelles j'adhère de plus en plus, mais cela suffira-t-il à assurer pour autant une sobriété numérique efficace et satisfaisante à tout niveau ? Rien n'est moins certain face à nos usages, nos envies aussi, nos contraintes souvent, et je n'ai malheureusement pas de réponse tranchée à apporter à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, peut-être n'y a-t-il tout simplement pas de solution idéale ou réellement viable à cette question. Merci Mariette. Alors une vraie question aussi, l'impact de nos usages des réseaux sociaux et puis du stockage des données. Est-ce que du côté des augures, dans l'accompagnement que vous faites auprès des acteurs culturels, vous travaillez aussi sur ces questions-là, l'usage du numérique, sur les réseaux sociaux spécifiquement, dans un contexte de communication par exemple ? Est-ce que ça fait partie de vos prérogatives ? Oui, alors je ne suis pas la mieux placée pour en parler.
Mais j'ai aussi suivi tout le travail qui a été fait par le Shift Project sur la question du numérique. Et on sait aujourd'hui, en tout cas dans le domaine culturel, que l'impact premier du numérique sont les terminaux. Donc, on revient encore à la question des achats. On revient à cette question, c'est-à-dire que dans un premier temps, plutôt que de s'attacher à des petites actions type vider sa boîte mail ou des choses comme ça, le principal sujet, c'est vraiment l'acquisition des terminaux, du matériel et viser le réemploi, le reconditionnement du matériel en premier lieu. C'est la première action qui semble se dessiner, en tout cas dans l'impact du numérique dans le secteur culturel. Donc voilà, évidemment, c'est un gros sujet. Et puis Maï en parlait tout à l'heure. On vient de lancer, donc Camille Penn vient de lancer au sein de l'association des augures, l'Augure Lab numérique responsable. Donc c'est un sujet qui est suivi par une quinzaine d'institutions françaises pour expérimenter des nouveaux usages. Et dans quelques mois, elle pourra parler, ou les institutions pourront parler de ces expérimentations et des actions, des changements de pratiques en cours. Et l'Augure Lab, qui, il me semble, permet aussi d'accéder à des contenus avec des infos sur des échanges de bonnes pratiques, etc. Il me semble, hein. Alors, on a 2 labs au sein de l'association. On a celui dédié au numérique et celui dédié à la scénographie. Ah, donc là, on parle de Augure Lab Scénographie avec 3 ou 4 R, c'est ça ? 4. 4 R exactement. Et effectivement, ce lab est composé de groupes de recherche-action qui visent d'abord à partager les bonnes pratiques, à s'inspirer des pratiques des uns et des autres. Donc c'est d'abord une question de communauté, de partage. Et aussi, donc le lab existe depuis plus d'un an et demi, à l'avantage d'avoir ciblé les besoins justement pour favoriser les pratiques d'économie circulaire, d'éco-conception dans la scénographie. Et voilà. Et du coup, quand je vous entends toutes les deux, dans ce qu'on dit de l'éco-conception, du réemploi, c'est vraiment d'avoir une approche globale sur la conception de nos expos. Et donc, la nécessité d'anticiper, presque, j'ai envie de dire, d'intégrer tout ça dès le cahier des charges initial quand on commence à penser à concevoir une exposition. Vous me confirmez que c'est vers là que vous vous dirigez et qu'il faut se diriger ? Oui, c'est exactement là où il faut aller. C'est justement les chiffres de l'ADEME qui disent que 80% des impacts environnementaux d'un projet, d'un produit, d'un service peuvent être anticipés dès sa conception. Donc comment on fait ? On impose aux fournisseurs de respecter certaines normes ? Oui, c'est ça, je vous vois faire oui. Exactement. Il faut imposer de la traçabilité, il faut imposer des labels. Pourquoi pas imposer le réemploi ? Ça, c'est vraiment l'idéal. On y travaille. et puis, il y a des le musée des confiances aussi, il travaille, il me semble, à anticiper dès la conception, la phase de réemploi avec des prestataires qui travailleraient avec un réseau sur un territoire donné, etc. Exactement. Donc bien sûr, il faut tout de suite y penser dès la direction artistique, dès la programmation. Comment est-ce qu'on va concevoir, et ça nécessite aussi de mettre tous les métiers de la chaîne de production, de conception autour de la table pour réfléchir aussi ensemble à comment est-ce qu'à chaque étape du cycle de vie du projet, on va pouvoir diminuer les impacts et jusqu'où on peut aller justement dans la contrainte du cahier des charges. Alors moi, il y a une vraie question qui reste en suspens, c'est la question de la sensibilisation et de la formation à toutes ces questions-là. Aujourd'hui, nombreux sont les collègues qui me disent j'aimerais bien y aller, je ne sais pas comment faire, et on n'a pas les outils, et forcément, on n'est pas forcément sensible ou sensibilisé à toutes ces questions. Est-ce qu'il existe des formations ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont en cours, Maï ?
Alors, nous, au sein de notre établissement, effectivement, on s'est aujourd'hui posé la question de la sensibilisation et de la formation, parce qu'en fait, c'est 2 sujets en parallèle sur lesquels on souhaite vraiment travailler et avancer de façon conjointe. On peut pas parce qu'aujourd'hui, les expositions, par exemple, tout repose sur un commissaire d'exposition qui a envie de travailler sur la question du développement durable. Donc, si c'est ce commissaire qui souhaite le faire, tant mieux pour nous. Si c'est un autre, ça devient dommageable pour l'établissement. Donc en fait, on a travaillé justement sur cette incitation via la sensibilisation. Donc on va mettre ça en place. Une formation qui sera aussi mise en place pour tous les secteurs d'activité de l'établissement et par activité spécifique aussi. Et enfin, il y a aussi notre projet d'établissement, donc le projet que Bruno Macquart, notre président, souhaite avancer sur les 4 années à venir, qui intègre justement le développement durable comme étant l'un des piliers de son engagement sur les questions de développement durable. Il a mis en place en avant aussi le pilier de l'innovation et de l'esprit critique, et le développement durable prend une grande place dans son projet. Donc tout ça concourt justement à ce que ensemble on avance sur le volet de la sensibilisation, de la formation. En interne justement, on essaie de déployer ça, mais effectivement beaucoup de personnes dans d'autres musées, plus petits musées peut-être, n'ont pas les moyens. Donc, ça serait intéressant justement de réussir à faire une communauté justement de partage, d'échange ou de création d'une formation commune dans le milieu de la culture. Et là, vous avez notamment le CNAM qui vient de lancer sa chaire Culture et Développement Durable depuis le 18 mai, je crois. Ah oui, donc c'est tout récent. Okay. C'est tout récent. Affaire à suivre. Avant de terminer, j'aimerais vous demander à toutes les deux, imaginez en face de vous un petit musée qui souhaite justement, vous en parliez Maï, qu'il existe des choses quand même pour les petites structures, mais un petit musée ou même un grand qui a envie de se lancer dans l'histoire, hein, qui voudrait mettre en place des choses. Quel est le premier conseil que vous donneriez à ces structures pour aller vers la durabilité et l'éco-responsabilité ? Moi, je serais plutôt. J'ai un côté très scientifique, donc j'ai besoin d'avoir un diagnostic. Donc peut-être qu'ils se lancent d'abord dans un diagnostic initial pour voir où ils en sont, parce que ils ont peut-être avancé sur plein de projets et ils le savent pas non plus. Et donc l'idée, c'est peut-être de recenser, de savoir ce qui existe déjà, valoriser, et puis montrer que c'est possible dans tel ou tel endroit dans le musée, et donc le rendre reproductible. Donc ça, c'est déjà un premier pas pour moi. Donc le diagnostic, c'est essentiel. Et puis après, c'est effectivement peut-être créer un réseau. Moi, je compte beaucoup sur le réseau, des retours d'expérience, les échanges. Dans le milieu du développement durable, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tout le monde souhaite partager, diffuser au maximum, parce qu'on a cet objectif commun de décarboner justement le milieu de la culture et de faire en sorte que tous ensemble, on avance et qu'on soit un peu fer de lance. On a un peu ce rôle quand on travaille dans la culture quand même. Donc Sylvie, je vous vois acquiescer. Donc vous êtes plutôt d'accord sur l'idée du diagnostic, de la photographie à un instant T pour après travailler en réseau avec des gens qui partagent leur expérience et qui échangent sur leurs pratiques. Absolument. Le diagnostic de l'établissement, on peut rajouter un diagnostic territorial aussi pour comprendre tout ce qui se passe autour. Et puis je rajouterais, juste pour compléter, s'assurer que sa direction est partante et engagée. On sait qu'on voit très souvent en fait que souvent les énergies viennent des équipes. Il faut absolument que la direction soit également engagée et soutienne les équipes qui souhaitent mettre en place des changements de pratique. Ça doit être un projet collectif. Exactement. Merci à vous deux, c'est un sujet vraiment passionnant et on aurait pu en parler encore pendant des heures. Et que nos auditeurs se rassurent, cette émission n'est que la première de notre cycle Musée durable, affaire à suivre donc. Nous avons beaucoup parlé d'upcycling, de ressourcerie aujourd'hui. Je vous propose d'aller voir ce qui existe en région Occitanie avec Lauriane Bissinguet et son Zoom sur Écosciences. Alors Marlène, pour commencer, je vous propose un petit quiz audio. Alors
Alors, est-ce que vous avez une idée de ce que vous venez d'entendre ? Ça ressemble à un tong drum. C'est complètement ça, bravo, vous avez l'oreille. Et saviez-vous que cet instrument est généralement fabriqué en recyclant des bonbonnes de gaz ? Alors non, pas du tout. Et celui que vous venez d'entendre, c'est l'association Artstock qui l'a upcyclé. Et ils n'ont pas fini de nous étonner. Ils ont par exemple fabriqué des toilettes sèches à partir d'un décor de comédie musicale. Ils ont aussi une énorme statue de Sphinx qu'ils ont récupérée sur une production d'Aïda et qui a pu resservir sur un tournage de TF1 et réutilisée par la suite pour un événement à la mairie de Monaco. Et attendez, dernière petite pépite, ils sont même allés jusqu'à récupérer les décors du spectacle Excalibur pour monter une expo sur Star Wars. Vous l'aurez compris, l'objectif d'Artstock, c'est de collecter, revaloriser et donner une seconde vie aux décors issus de l'audiovisuel et de l'événementiel. C'est un bel exemple d'économie circulaire et d'éco-construction. Alors si vous êtes du côté de Blajan en Occitanie, vous pourrez visiter leur recyclerie culturelle de plus de 4000 m². Et si vous n'êtes pas dans le coin, je vous invite à feuilleter leur catalogue en ligne. On peut y trouver des costumes, des accessoires, du mobilier, de la vaisselle, des objets déco, matériaux en tout genre, bref, une immense caverne d'Ali Baba remplie de trésors pour les artistes et acteurs de la culture. Une belle alternative écologique mais aussi économique, puisqu'avec un décor recyclé, on est au minimum à moins 50% de la valeur d'origine. Vous parliez de formation avec vos invités, Marlène. Eh bien, sachez qu'Artstock a eu le soutien de l'ADEME pour lancer un programme de sensibilisation, conseils et formation à destination de tous les acteurs culturels de la région. L'idée, c'est que les professionnels qui souhaitent développer des pratiques durables puissent échanger sur les questions de gestion des déchets scénographiques et de réemploi de matériaux dans la création artistique et culturelle. Artstock, c'est vraiment un projet complet qui concilie environnement, utilité sociale et activité économique. Je vous laisse avec quelques chiffres clés qui ont réchauffé mon cœur écolo. En 13 ans d'existence, ils en sont aujourd'hui à plus de 6000 tonnes de décors récupérés et un taux de réemploi proche des 99%. Lavoisier avait bel et bien raison, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Merci Lauriane. Pour plus d'infos, rendez-vous évidemment sur ecosciencesud.fr. Sans réserve, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à nos deux invités, Maïenne Guyenne et Sylvie Bétard. Pour aller plus loin, nous vous avons bien évidemment partagé des ressources complémentaires sur le site www.quai-des-savoirs.fr, rubrique podcast. N'hésitez surtout pas à nous suivre et à en parler autour de vous. Faites du bruit sans réserve, une émission préparée et présentée par Marlène Stricot avec Mariette Escalier et Lauriane Bissinguet. Merci également à nos deux partenaires Instant Science et Campus FM, où vous pouvez nous écouter à Toulouse le jeudi à 17h. À la prise de son, Laurent Codoul. Réalisation, Arnaud Maisonneuve. Une production Quai des Savoirs. Je vous dis à très vite et surtout, restez curieux.